débat consacré ce soir aux résultats du premier tour des élections législatives, des résultats que vous allez pouvoir découvrir sur ce tableau. Les socialistes et leurs alliés remportent ce premier tour avec plus de 46% des suffrages. La droite parlementaire obtient plus de 34% des voix. Alors dans un instant, on va parler des grands perdants de ce scrutin. On a déjà parlé de François Bayrou, on va parler de Jean-Luc Mélenchon et évidemment du cas Ségolène Royal. Mais Bruno Jeudi, avant cela, une première question concernant quand même la stratégie du Front National. On a parlé tout à l'heure de la stratégie de l'UMP. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la tête du client pour le second tour, Marine Le Pen qui a appelé à battre 2 candidats socialistes et 4 UMP? C'est un classique au Front National. Elle joue un peu, elle s'amuse un peu. Elle avait déjà indiqué une liste noire avant le premier tour. Là, j'allais dire, elle resserre un peu les mailles du filet. Elle donne des noms cet après-midi, de Nathalie Kosciusko-Morizet en passant par Jacques Lang et quelques autres noms. Le Front National est dans son rôle de pouvoir de nuisance qu'elle essaie d'exercer au maximum, faute d'avoir pu être présente dans plus de triangulaires, puisque finalement, avec la très faible participation, il y a une trentaine, je crois, de triangulaires. Avec le Front National. 32, Front National est présent, plus les duels. Ce qui va surtout être intéressant pour le Front National, c'est de savoir si, au fond, quelques élus, peut-être elle-même, qui fait un assez gros score à Hénin-Beaumont, peut-être Gilbert Collard dans le Gard, vont entrer à l'Assemblée nationale. Pour le reste, je ne sais pas si elle est en mesure vraiment de faire battre autant d'élus qu'elle le dit. Elle a quand même quelques cibles, on voit, puisqu'il y a aussi des affaires, j'allais dire, presque familiales, notamment avec Georges Tron dans l'Essonne, et quelques autres personnalités qu'elle vise et qu'elle cible depuis plusieurs mois. Ana Navarro-Pedro, on entend Bruno Jeudi, le FN aura peut-être 2 ou 3 députés à l'Assemblée nationale, alors qu'il obtient 13% des suffrages. Est-ce que c'est antidémocratique selon vous, comme le dit Marine Le Pen ? Pour nous, c'est très étonnant même de pouvoir expliquer ce résultat, alors que gauche et droite, Parti socialiste et UMP ne sont pas très loin dans un système paritaire proportionnel, comme est le nôtre au Portugal. C'est très difficile d'expliquer que le Parti socialiste puisse avoir quasiment la majorité absolue. Et on a de plus en plus de mal à expliquer, on n'essaie même plus d'expliquer les différences des systèmes de vote d'un pays à l'autre, parce que bon. Mais effectivement, oui, et ils représentent quand même une grande partie de l'électorat. Et en plus, en les laissant dehors, dans un côté de diabolisation, avec une peur, on a vraiment l'impression qu'ils sont capables de faire quelque chose, qu'ils peuvent gouverner, qu'ils peuvent être très bons et qu'ils représentent une alternative. Alors que peut-être en les incluant dans le débat démocratique et politique, peut-être qu'on verrait, on serait peut-être plus à même d'avoir la preuve, une preuve de leur compétence ou de leur incompétence, comme ça a été le cas dans les municipales, où le Front National a conquis 3 municipalités et plus jamais on les a revues. Vous êtes d'accord avec ça, Denis Jean-Bart? Finalement, il faut les faire participer à la... Non, ce que je ne peux pas laisser dire, c'est que ça n'est pas démocratique. On a un système électoral démocratique. Il y a des systèmes électoraux différents. Il y a la proportionnelle et puis il y a le scrutin majoritaire. En Angleterre, c'est un seul tour. Donc le coup près tombe encore plus vite. On a un scrutin majoritaire à 2 tours qui a été conçu pour parer au vice de la 4e République, c'est-à-dire pour qu'on retrouve de l'efficacité politique dans ce pays. On avait un besoin d'efficacité politique dans ce pays. On a un système, en effet, qui crée de l'efficacité politique et qui a créé, c'est d'ailleurs un des événements de cette élection, une très forte bipolarisation. On a 2 très grands partis aujourd'hui dans ce pays qui captent quand même plus de 70% ou 70% de l'électorat sur ce premier tour des élections législatives. Donc on peut dire c'est pas assez représentatif en effet, on peut avoir ce débat sur la proportionnelle, mais on ne peut pas dire que ça n'est pas démocratique. C'est un système démocratique. C'est un système démocratique, Anne-Elisabeth Moutet ? Oui. On voit bien les systèmes proportionnels poussés à l'extrême, c'est ce qui est c'est la 4e République, mais c'est Israël par exemple, où vous avez des petits partis qui ont tenu en otage les gouvernements pendant 25 ans. Ils arrivent d'ailleurs à un point où ils vont faire probablement un gouvernement d'union nationale, droite et gauche, pour simplement enlever le pouvoir à des minuscules petits partis. Tous les systèmes sont des systèmes, tant qu'ils sont acceptés par les citoyens, c'est des systèmes démocratiques. Il faut d'ailleurs indiquer que parmi les promesses de François Hollande, il y a l'introduction d'une dose de proportionnelle. Mais Nicolas Sarkozy l'avait proposé aussi. Oui, avant, il n'aurait sans doute pas pu l'imposer à l'UMP, mais François Hollande a promis l'introduction d'une dose de proportionnelle. Et là, on verra ce que ça changera
concrètement pour les prochaines élections législatives. Alors on va parler des grands perdants et le premier d'entre eux c'est Jean-Luc Mélenchon, leader du Front de gauche donc, qui obtient 21,48% des voix. Je vous rappelle qu'il était candidat à Hénin-Beaumont, candidat face à Marine Le Pen. Eh bien, il a été éliminé. On écoute Jean-Luc Mélenchon, c'était hier soir. Il est normal qu'on soit déçu, car on rêve toujours de l'honneur de marcher devant et de porter les couleurs de la République. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. À bientôt, mes amis. À bientôt, mes camarades. Denis Jeanbart, c'est lui qui s'est pris la plus grosse claque. Finalement, il s'est présenté en sauveur à Hénin-Beaumont, mais les électeurs finalement de gauche lui ont signifié qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Hein. D'abord, il venait défier Marine Le Pen et c'est l'échec de sa stratégie. Il faut quand même rappeler qu'après une espèce de bulle très médiatique, d'ailleurs, à mon avis, dans l'élection présidentielle, il a été remis à sa place par les électeurs. Il aurait pu peut-être réfléchir un peu à ça avant de se jeter dans cette bataille-là et en surévaluant ses forces. C'est un assez gros échec, c'est un échec personnel, mais c'est aussi un échec, il a lui-même dit, tous les candidats du Front de gauche ont pris des claques. Donc il affaiblit son propre camp par son propre comportement, et je pense que l'effondrement d'ailleurs aurait été encore plus grand, même si on voit que dans la couronne parisienne, le Parti communiste fléchit énormément, s'il n'avait pas eu la structure du Parti communiste derrière lui. Alors moi, je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont soulagés. Peut-être les partis communistes. D'abord, peut-être les partis communistes, parce qu'ils auraient complètement disparu de la scène parlementaire si Jean-Luc Mélenchon avait été élu. Et ensuite, naturellement, le Parti socialiste. Vous vous rendez compte, avoir Mélenchon à la tribune toutes les semaines à l'Assemblée. J'ajouterais Denis, François Hollande aussi. Mais quand je dis les socialistes, je pense à François Hollande. François Hollande et Jean-Marc Ayrault doivent pas être Donc il faut savoir que ces deux hommes s'affrontent en en réalité depuis 25 ans. Ils représentent deux tendances très opposées du socialisme. L'un social-démocrate, pour la première fois, je crois qu'on a un président social-démocrate, et un autre qui représente une ligne de gauche très affirmée. Non mais là, la question est tranchée. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, son combat face à Marine Le Pen, il a raté. Il a raté à 2 reprises. Et cette fois, pour François Hollande, les 2 résultats, à la fois celui du premier tour de la présidentielle et celui du premier tour législatif, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. La ligne est tranchée. Il aura un groupe communiste, peut-être, ce n'est même pas sûr. Denis Jeanbart a raison, parce qu'il y a beaucoup de pertes en ligne pour les communistes. Et d'ailleurs, ça sans doute, ça appelle d'autres questions pour l'implantation de ces communistes. Et résultat des courses, même s'il y a un groupe, il sera petit, et Jean-Marc Ayrault sera parfaitement négocié avec les communistes le moment venu sur les réformes et les textes de loi qui arriveront très vite. Donc là, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment c'est l'échec complet, à mon avis. C'est pas seulement un petit échec d'un dimanche soir électoral, c'est l'échec d'une stratégie qui l'a porté à se surestimer, à aller défier Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, laquelle Marine Le Pen est déjà installée depuis plusieurs années. Donc c'était vraiment un plantage complet. Et puis il n'a pas vu en sous-main que les socialistes avaient un candidat qui valait ce qu'il valait, mais ils sont allés le soutenir, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, et sur le fil, il a été battu. C'est du Hollande cousu humain, ça. Oui. Enfin, vous oubliez les Verts, parce que ceux qui gagnent dans cette histoire-là, finalement, c'est les Verts. Parce que les Verts, ils ont des accords électoraux avec les socialistes. Pas sûr qu'ils aient un groupe aussi. Hein. Ils ont un groupe, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ont quelque chose qui est sans commune mesure avec la proportion d'électeurs qu'ils ont eu dans l'électorat. Et parce qu'ils ont eu le nez de conclure un accord avant, et parce que le Parti socialiste leur cède des choses, y compris la possibilité à Paris que Cécile Duflot mène une campagne pour devenir maire de Paris. C'est pas du tout quelque chose d'impossible. Lui donner une circonscription aussi facile à Paris, c'était quelque chose qui avait des proportions dans l'avenir. Donc, on remplace la vieille gauche par la nouvelle gauche, mais c'est toujours de la nouvelle extrême gauche. Enfin, c'est toujours la même chose. Ce sont des résultats assez médiocres pour les Verts ce dimanche aussi. Il faut regarder, le PS leur donne 63 circonscriptions, dont une vingtaine de gagnables, et au final, ils seront peut-être vainqueurs dans une dizaine, une douzaine. Oui, c'est dans la veine de ce qu'a fait comparer le score de Mélenchon au présidentiel et le score des Verts au présidentiel, même si on considère qu'ils ont eu la plus mauvaise candidate possible, etc. Il n'y a pas de commune mesure entre ce qui serait logique par rapport à l'expression d'une pensée qui reste marxisante
une partie de l'extrême gauche française et de la population française qui ne croit pas à toutes sortes de choses parce qu'elle en souffre, qui ne croit pas à la social-démocratie, qui ne croit pas au système capitaliste, qui ne croit pas à l'Europe. Ils sont beaucoup plus représentés par la tendance de Jean-Louis Mélenchon qui ne sont représentés par les Verts. Tout état de cause à l'étranger, on est toujours très admiratif de la grande capacité du PS français à donner le baiser de la mort à ses alliés encombrants et embêtants. Avec Constance, le PS, c'est bien fait depuis Mitterrand. Et là, vous avez raison, François Hollande est vraiment le disciple de Mitterrand là-dessus. Mais Mélenchon s'est quand même mis tout seul dans cette situation. Souvenez-vous quand il disait « j'y vais pas, oui, je vais défier Marine Le Pen, oui, je vais réfléchir, je me donne le temps de la réflexion ». Si on y va, on y va. Si on n'y va pas, on n'y va pas. Déjà là, il avait perdu peut-être toute crédibilité auprès de l'électeur local. Et puis deuxièmement, ça aurait été beaucoup plus intelligent pour lui, vraiment, s'il voulait être au Parlement, d'aller se tailler une circonscription jouable, entrer au gouvernement. C'était compliqué de trouver une circonscription. C'était compliqué pour lui. Il y en a pas tant si le que ça, PC n'était pas derrière lui, oui. Alors on va parler du cas Ségolène Royal, parce que comme vous le disiez, Bruno, jeudi tout à l'heure, ça va être l'histoire de la semaine. Oui. C'est le psychodrame de la semaine. Le psychodrame de la semaine est assurément une grosse épine dans le pied de François Hollande, parce que le voilà coincé entre une amitié, celle qu'il a avec Olivier Falorni, un homme très important à La Rochelle, qui a organisé au moins une dizaine d'universités d'été, qui soutient François Hollande depuis très longtemps, et puis son ex-compagne, Ségolène Royal. On ne refait pas l'histoire, on la connaît. Et ça se termine avec un duel qui va continuer au second tour entre la candidate socialiste et le dissident qui se maintient malgré toutes les pressions. Qui a plus de chances de gagner ? Franchement, ça me paraît pas très très bien engagé pour Ségolène Royal. Ce qui va être intéressant, c'est de... Je ne sais pas... La droite très intéressant. La droite joue la défaite de Ségolène Royal. Voilà. Et donc, ça va être intéressant de voir si les consignes des dirigeants sont suivies par les électeurs. Martine Aubry, d'ailleurs, qui sera demain, et Cécile Duflot, qui seront demain à La Rochelle, d'ailleurs, pour soutenir Ségolène Royal. Mais il ne faut jamais oublier que les premiers secrétaires fédéral... Oui, il était premier secrétaire. Il était premier secrétaire, qui connaît très bien son terrain, il maîtrise très bien son réseau, et qui a toujours des liens qui sont tissés dans les régions. Vous savez, ce n'est pas une confrontation comme ça brutale. Il a des liens avec la droite. Ce qui est désagréable, c'est qu'il y a un côté traquenard. On voit que derrière, on dit que Jospin, derrière, n'est pas totalement inactif. Il y a évidemment Jean-Pierre Raffarin qui rêve de faire mordre la poussière à Ségolène Royal. Et puis... tout ça, on va voir dans la semaine. François Hollande va peut-être rester silencieux tout au long de la semaine, mais c'est très compliqué pour lui. C'est une affaire qui va. Et le perchoir, c'est fini pour elle ? Si elle gagne, elle l'aura. Si elle perd, c'est fini. Comment voulez-vous qu'elle ait dû être à l'Assemblée nationale, donc plus de perchoir. Si elle perd. Si elle perd. Si elle perd, oui. Si elle perd, pardon. Si elle perd, oui. Il y a peut-être une erreur d'ailleurs de sa part à se présenter en future présidente de l'Assemblée nationale alors qu'elle n'était pas encore élue à La Rochelle, qu'elle se parachutait quand même. Elle a beau dire je suis la présidente de la région Poitou-Charentes. Bon, mais en fait, sa terre d'élection, ce sont les Deux-Sèvres. C'est vécu comme un parachutage dans la région, et ça fait des mois que c'est vécu comme un parachutage, et que chaque fois qu'on y allait, on entendait parler localement les gens du Parti socialiste et qui étaient contre, qui considéraient que leur candidat n'avait pas démérité, qu'il n'y avait aucune raison qu'elle elle s'arroge quelque chose qui n'allait pas de soi. C'est pas évident de se faire. Anna Navarro-Claudeau, c'est l'année horrible quand même là pour Ségolène Royal. Oui, mais le résultat est quand même dans les mains de l'électorat de droite. Oui. La candidate UMP qui ne peut pas se présenter ne peut pas... quelque sorte, elle semble dire voter, elle ne le dit pas, mais elle semble plutôt dire voter Ségolène. Bussereau, à côté, qui a dit surtout de faire... voilà. Voilà, et la candidate de UMP à La Rochelle dit, mais non, mais Bussereau, une vendetta personnelle contre Ségolène, il faut bien voir la situation spécifiquement ici. Et je me demande si l'électorat de droite ne sera pas content quand même d'avoir une députée de La Rochelle au perchoir.
Pourquoi pas? Je sais pas ça. Pourquoi pas? C'est quand même pas moi, je crois quelque que la chose à droite a cracher envie dessus. d'avoir, passez-moi l'expression, un scalp d'un grand dirigeant socialiste, en l'occurrence de Ségolène Royal, dont il faut quand même se souvenir qu'elle a été candidate à l'élection présidentielle. La droite et une partie du Parti du Parti socialiste qui Oui, mais là, on parle de rêve de faire tomber Et Royal. moi, je crois au Front des femmes, parce que ce qui me fascine, c'est que tous ces gens qui la soutiennent, ce sont des femmes, que ce soit Duflot, que ce soit Aubry, que ce soit la candidate socialiste. Et je pense que quelque part, autant quand Ségolène Royal faisait des excès en parlant de sexisme pendant la campagne de 2007, elle poussait un peu loin le bouchon. On se souvient que le journaliste du New York Times lui demande quelle est votre politique étrangère et qu'elle dit « vous ne poseriez pas cette question à un homme », ce qui était un peu ridicule. Mais en même temps, là, récemment, on a bien vu qu'il y a eu des éléments extrêmement clairs où on aurait passé à n'importe quel éléphant ce qu'on ne lui a pas passé à elle. Et je crois que la réaction, et elle s'est comportée pendant toute la campagne dans une situation où elle était marginalisée pour des raisons personnelles, elle s'est comportée impeccablement. On l'a fait totalement disparaître de la réunion du Bourget de François Hollande parce que ça ne plaisait pas à la nouvelle campagne de François Hollande. Elle n'était même pas inclue dans le film qui racontait 40 ans d'histoire de Parti socialiste. Une candidate socialiste à la dernière présidentielle, rien ne s'est passé sous silence. Et j'ai l'impression qu'il y a une réaction générale qui va au-delà des questions politiques et qui est une réaction féminine. Voilà, c'est pour ça que moi je suis très prudent sur le résultat final. Je pense qu'on peut avoir une surprise en faveur de Ségolène Royal. Et puis elle a de la ressource. C'est une surprise, Denis, mais ça ne devrait pas être une surprise. Oui, ça ne devrait pas l'être parce que là, si les reports se font, mathématiquement, statistiquement, elle est battue. Voilà. Sur le papier, elle est battue, mais la politique, c'est pas toujours ce qu'il y a sur le papier. Merci à tous les quatre d'être venus commenter ces résultats du premier tour des législatives. Et on suivra évidemment ce psychodrame Ségolène Royal. Comme vous le disiez, Bruno, jeudi, ça va être évidemment l'histoire de la semaine. Merci à tous les quatre. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur notre chaîne. Très belle soirée, à demain. Pour accueillir l'Euro 2012, l'Ukraine a investi des milliards. Mais face à des entreprises de construction opaques, des contrats obtenus sans appel d'offres ou encore des rénovations coûteuses, certains s'interrogent. Où est vraiment passé l'argent de l'euro ? France 24 a mené l'enquête. Reporter, demain à 13h40, heure de Paris, sur France 24. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde. France 24 vous propose de découvrir Appel sur l'actualité avec Juan Gomez sur RFI. Donc les Américains entendent bien aller rapidement. Le rendez-vous privilégié des auditeurs avec les journalistes de RFI. Tous les jours, la rédaction répond à vos questions. Pour mieux comprendre l'information, appelez le 33 9 693 693 70 ou par courrier électronique appel.actu@rfi.fr. Juan Gomez et la rédaction de RFI vous attendent à partir de 8h30 TU. France 24 sur iPhone, une application gratuite et simple à installer. Avec France 24, devenez observateur mobile et envoyez directement vos photos et vos vidéos à notre rédaction. Suivez en temps réel l'actualité du lieu où vous êtes. France 24 sur iPhone, plus de contenus originaux, plus de programmes à la demande. L'actualité accessible partout, à tout moment et en 3 langues. France 24 sur iPhone, devenez acteur de l'actualité.